Chunk One. Et maintenant, mesdames et messieurs, poursuivant notre revue grandiose, nous avons un grand spectacle pour vous ce soir. Paul Lynde a fait rire l'Amérique pendant des décennies. Mais le 18 juillet 1965, quelque chose s'est produit dans un hôtel de San Francisco qui a tout changé. Son ami et son bêta sont laissés tomber d'une fenêtre du 8e étage alors que Paul essayait désespérément de le sauver. Après cette nuit, les blagues sont devenues plus acerbes. La consommation d'alcool a empiré. L'homme qui débitait des répliques parfaites dans Hollywood Square se noyait dans la culpabilité. Ces dernières années racontent une histoire qu'Hollywood a essayé de cacher. Une histoire qui explique pourquoi le rire semblait toujours si désespéré. Paul Lynde est né le 13 juin 1926 à Mount Vernon, Ohio. Ses parents, Hoy et Sylvia, tenaient une boucherie et leur grande famille de 6 enfants vivait dans un appartement juste au-dessus. Son père était également le shérif local, ce qui signifiait que Paul a passé une partie de son enfance à vivre au-dessus de la prison du comté. La petite ville ne comptait que 15 000 habitants. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Ce monde de commérage de petites villes et de drames quotidiens a façonné l'humour aiguisé et observateur de Paul. Il a chanté dans la chorale de l'église, a obtenu une bourse pour une école de musique d'été et s'est produit dans des concerts temps scolaires. Même après la gloire, Paul a toujours parlé avec tendresse de Mount Vernon. Il lui a attribué le mérite de lui avoir appris la résilience et les valeurs qui l'ont aidé à réussir dans le show business. Lorsque Paul avait 18 ans, une tragédie a frappé. Son frère aîné et bien-aimé, Cordy, qui avait seulement 21 ans, est décédé en 1944 pendant la bataille des Ardennes. Au début, Cordy a été porté disparu au combat, laissant la famille dans le tourment. Son corps n'a été retrouvé qu'en 1949. À ce moment-là, le chagrin avait déjà emporté les 2 parents de Paul. Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle, brisés par le poids de leur perte. Paul n'avait que 23 ans et se retrouvait soudain seul au monde. Ce profond chagrin l'a façonné à jamais. Son humour mordant, ses blagues autodérisoires, ce n'était pas seulement pour rire, c'était son armure. Sa comédie était un moyen de survivre au chagrin qui ne l'a jamais vraiment quitté. Bien avant qu'il ne rêve de Broadway, Paul avait déjà été emporté par la magie du spectacle. Chunk 2. Il avait environ 4 ou 5 ans lorsque sa mère l'a emmené voir le film muet Ben-Hur au cinéma local, les grandes courses de chars, les décors épiques. Ce fut un coup de foudre. À partir de ce jour, il a été s'accro. Les films sont devenus son évasion. Il se faufilait pour voir Laurel et Hardy ou Buster Keaton, se perdant dans leur monde d'humour et d'émerveillement. Cette étincelle précoce de Ben-Hur l'a mis sur un chemin qui l'a mené jusqu'à la scène. Au lycée, Paul s'est assuré que les gens le remarquent. Il jouait de la grosse caisse dans l'orchestre de l'école, faisant résonner les performances. Il chantait aussi dans la chorale et était soliste dans les concerts scolaires. Il n'était pas un athlète ou un excellent élève, mais il était le clown de la classe. Les blagues l'ont aidé à détourner les moqueries sur son poids et ses manières. L'humour est devenu son bouclier et sa tribune. Il a obtenu son diplôme en 1944, déjà conscient que faire rire les gens était plus qu'une défense. C'était sa vocation. Après le lycée, Paul est allé à l'université Northwestern, dans l'Illinois. Il s'y est inscrit en 1944 pour étudier l'art oratoire et le théâtre. Il n'était pas un étudiant comme les autres. Il était entouré de futures stars comme Charlton Heston, Cloris Leachman et Patricia Neal. Paul est devenu connu pour son humour scandaleux et ses histoires folles. Il a rejoint la fraternité Phi Kappa Sigma et a joué dans des pièces sur le campus, perfectionnant son style unique. Il a obtenu son diplôme en 1948 avec une formation solide, des amis pour la vie et un billet pour sortir de la vie de petite ville. La même année, à 22 ans, Paul a déménagé à New York. Il jonglait avec des spectacles de stand-up tard dans la nuit sur la 15e avenue et des emplois de jour comme garçon de café, serveur et vendeur de soda. Les foules étaient dures, la paix était pire, mais ces années épuisantes ont façonné son art.
Il a appris à lire une salle, à chronométrer une chute et à survivre dans une ville encore sous le choc de la guerre. Sa révélation est venue en 1952 avec New Faces of 1952. Son monologue sur un safari africain désastreux où il se tenait sur des béquilles et racontait une histoire hilarante de malheur est devenu une sensation. Le spectacle a été présenté des centaines de fois et a été adapté au cinéma. L'humour noir et subversif de Paul s'est démarqué à une époque où la plupart des comédiens jouaient la sécurité. Il n'était pas seulement drôle. Chunk 3. Il était inoubliable. Pourtant, le succès n'a pas été facile après cela. Pendant 8 ans, Paul a accepté tous les contrats qu'il pouvait. Des apparitions en tant qu'invité à la radio, de petits rôles dans des émissions de variété, des rôles vocaux où personne ne voyait Paul Sahi, même son visage. Il s'est produit sans relâche, parfois dans plusieurs endroits dans la même journée. Il est devenu connu dans les cercles de la comédie comme un génie, même si le grand public ne s'en était pas encore rendu compte. Les choses ont commencé à changer en 1960. Paul est devenu un habitué du Perry Como Show et du Red Button Show. Maintenant, des millions de personnes le voyaient chaque semaine. Il faisait partie des Kraft Music Hall Players, travaillant aux côtés de grands noms comme Don Adams. La télévision était en train de prendre le dessus sur le divertissement américain, et Paul était là, volant des scènes, avec seulement quelques lignes. Pendant tout ce temps, la douleur de la perte de ses parents en 1949 est restée avec lui. Ils étaient tous les deux morts au début de la cinquantaine, à quelques mois d'intervalle. Paul était loin de chez lui, essayant de percer à New York lorsque la nouvelle est arrivée. Cette double perte l'a profondément marqué. Des amis ont dit que le chagrin avait alimenté à la fois son génie et ses difficultés. Son humour avait une ombre qui faisait rire les gens, mais qui laissait aussi entrevoir le chagrin qui se cachait en dessous. Lorsque Paul Lynde a obtenu le rôle de Harry McAfee dans Bye Bye Birdie à Broadway en 1960, sa vie a changé. Le spectacle a débuté le 14 avril 1960 au Martin Beck Theatre. Il se moquait de la frénésie autour du service militaire d'Elvis Presley. Paul jouait le père de banlieue confus et les gens l'adoraient. Sa réplique « Ed Sullivan, j'adore Ed Sullivan » est devenue célèbre. Tout le monde l'a copié. Les critiques l'ont encensé. Le New York Times a qualifié sa performance d'invention comique brillante. Ce rôle a fait de Paul une star de Broadway. Il a également changé la façon dont le public voyait le père de comédie musicale. N'étant plus seulement sérieux ou strict, le père pouvait être drôle, maladroit et doux à la fois. Aujourd'hui encore, les gens disent que le Harry McAfee de Paul a prouvé qu'un rôle de soutien pouvait voler la vedette à tout le spectacle. Le succès de Paul sur scène a mené à quelque chose de rare. Chunk 4. Lorsque Hollywood a réalisé la version cinématographique en 1963, ils ne l'ont pas remplacé par une plus grande star. Ils ont gardé Paul. Il est revenu en tant que Harry McAfee, rejoint par Dick Van Dyke, Janet Leigh et Anne Margaret. Le film est sorti le 4 avril 1963 et a rapporté plus de 13 millions de dollars. C'était un gros chiffre pour l'époque. La comédie de Paul fonctionnait tout aussi bien à l'écran. Ses scènes, en particulier le numéro des enfants, sont devenues des favorites. Les critiques ont dit que Paul rendait chaque scène meilleure. Les gens à travers le pays sont tombés amoureux de son style, en partie sarcastique, en partie chaleureux. Le succès du film a montré à quel point un grand acteur de soutien pouvait façonner l'ambiance d'une comédie. En 1962, juste entre les versions sur scène et au cinéma, Paul a tenté sa chance. Il a réalisé un album de comédie intitulé Recently Released. C'était son premier, et Columbia Records l'a produit. L'album capturait l'humour de Paul, dont une grande partie était tirée de son rôle de Harry McAfee. À l'époque, la plupart des albums de comédie étaient réalisés par des humoristes de stand-up comme Bob Newhart. L'album de Paul était différent. Il était plein de personnages et de sketchs théâtraux.
Il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires la première année. C'était impressionnant pour une star de Broadway qui essayait quelque chose de nouveau. Les critiques ont adoré la façon dont Paul mélangeait le théâtre et les blagues acerbes. Son succès a incité d'autres stars de la scène à envisager d'enregistrer, elles aussi. Aujourd'hui, les collectionneurs paient des prix élevés pour une copie originale de Recently Released. Après Bye Bye Birdie, Paul est devenu un habitué de la télévision. Il est apparu au Ed Sullivan Show, au Dean Martin Show et au Hollywood Palace. Des millions de personnes le voyaient chaque semaine. Son mélange d'humour impassible et flamboyant l'a fait se démarquer. Il a même eu l'occasion d'animer des épisodes en tant qu'invité. Cela n'arrivait pas souvent aux stars de Broadway. En 1964, il avait participé à plus de 30 émissions de variété. Chunk, 5. Il a prouvé que les acteurs de la scène pouvaient briller à la télévision en direct. Ses apparitions ont également préparé le terrain pour son avenir en tant que carré central bien-aimé dans Hollywood Squares. La carrière cinématographique de Paul a décollé en 1963. Il a joué le rôle du professeur Quigley dans Son of Flubber de Disney. Ce film a rapporté plus de 22 millions de dollars dans le monde entier. Le rôle de Paul était petit mais mémorable. Il a également joué dans Under the Yum Yum Tree avec Jack Lemmon. Paul jouait un propriétaire curieux et a encore une fois volé des scènes. Son timing était parfait. Les critiques l'ont remarqué. Ces films ont montré que Paul pouvait prendre son charme de scène et le faire fonctionner sur grand écran. Le 18 juillet 1965, Paul Lynde et un jeune acteur nommé James Bing Davidson se sont enregistrés au Sir Francis Drake Hotel à San Francisco. L'endroit était célèbre pour son luxe et pour les nombreuses stars qui y ont séjourné. Paul était déjà un visage connu à Hollywood et Bing, qui n'avait que 24 ans, espérait percer. Il venait du Nebraska et n'avait réussi jusqu'à présent qu'à obtenir de petits rôles non crédités dans des films et à la télévision. Cet après-midi, ils ont laissé leurs bagages dans la chambre et sont sortis pour profiter de la ville. Les deux étaient bruyants et pleins d'énergie. Même le personnel de l'hôtel les a remarqués. Lorsqu'ils sont rentrés vers 2h30 du matin, ivres et agités, la sécurité a dû intervenir. Ils ont escorté Bing à la chambre 822 parce qu'il faisait tellement de bruit. Ce qui avait commencé comme une nuit amusante s'est rapidement transformé en un cauchemar qui allait hanter Paul et à jamais. La nuit avait été une longue beuverie. Les deux hommes pouvaient supporter beaucoup d'alcool, mais Bing était particulièrement connu pour son côté sauvage. Plus il buvait, plus il devenait fou. Au moment où ils sont rentrés à l'hôtel, le taux d'alcoolémie de Bing était de 0,27. C'était plus de 3 fois la limite légale pour conduire en Californie à l'époque, qui était de 0,08. À ce niveau, le corps d'une personne ne l'écoute presque plus. Ils sont confus, maladroits et incapables de penser clairement. Pour Bing, cela signifiait un désastre. Son amour pour les cascades risquées mélangées à autant d'alcool était une recette pour la tragédie. Chunk, 6. Quelques instants après leur retour dans la chambre, Bing a décidé de se montrer. Avec un sourire, il a dit à Paul « Regarde-moi faire un tour ». Avant que Paul ne puisse réagir, Bing a ouvert la fenêtre de leur chambre au 8e étage et a essayé de sortir. Au début, Paul a pensé qu'il plaisantait, qu'il se tenait peut-être sur un rebord juste en dessous. Mais ensuite, le visage de Bing a changé. Le sourire a disparu et la peur a pris le dessus. « Aide-moi, je suis en train de glisser !» a-t-il crié. Il n'y avait pas de rebord. Il avait mis le pied dans le vide. L'alcool avait tellement émoussé ses sens qu'il ne s'était pas rendu compte de ce qu'il faisait avant qu'il ne soit trop tard. Paul s'est précipité, terrifié. Il a vu Bing s'accrocher du bout des doigts à 8 étages au-dessus de la rue. Sans réfléchir, Paul a attrapé le poignet de son ami et a essayé de le ramener. Mais Bing était lourd, se balançant sauvagement, ses jambes donnant des coups de pied alors qu'il essayait de trouver quelque chose, n'importe quoi, sur quoi se tenir. Paul lui a crié d'attraper son cou pour l'aider, mais cela n'a pas fonctionné. La prise de Bing s'affaiblissait rapidement.
Paul a essayé encore et encore, mais il n'a pas pu le soulever. La gravité et le poids tassé de Bing étaient tout simplement trop importants. Ces quelques secondes ont semblé durer une éternité. Puis, la force de Bing a cédé. Paul a regardé avec horreur son ami tomber. Il a plongé de 24 mètres sur le trottoir, atterrissant à seulement 6 mètres de l'entrée de l'hôtel. Des gens dans la rue ont vu ce qui s'est passé. Les secours sont arrivés rapidement, mais c'était inutile. Bing a été déclaré mort à 3h15 du matin au Harbor Emergency Hospital. La chute avait causé des blessures massives et il n'y avait rien que l'on puisse faire. Pour Paul, cette nuit a tout changé. Le souvenir d'avoir essayé et échoué de sauver Bing ne l'a jamais quitté. Les journaux l'ont mentionné brièvement, mais le monde est vite passé à autre chose. Paul, lui, non. La culpabilité et la douleur l'ont suivi pour le reste de sa vie, s'ajoutant aux luttes et aux habitudes autodestructrices qui allaient à Sassy Plouzistar définir sa carrière. Chunk 7. Paul Lynde a fait rire des millions de personnes, mais sa propre vie était bien plus compliquée qu'il n'y paraissait. Lorsqu'il est apparu pour la première fois en tant qu'oncle Arthur dans Bewitched en 1965, le public a immédiatement été accroché. La série a été diffusée de 1964 à 1972. Pourtant, l'oncle Arthur de Paul n'est apparu que dans 11 épisodes entre 1965 et 1971. Les gens l'aimaient tellement qu'ils croyaient souvent qu'il était beaucoup plus présent dans la série. Son esprit mordant, son charme excentrique et son sourire espiègle ont fait de l'oncle Arthur l'un des personnages les plus inoubliables de la télévision. Paul avait déjà joué un moniteur d'auto-école nerveux plus tôt dans la série, mais la réaction à l'oncle Arthur a été si forte que les producteurs ont créé le rôle juste pour lui. Sa première apparition en tant qu'oncle Arthur a été diffusée le 14 octobre 1965 dans un épisode intitulé « The Joker is a Card ». Le style de Paul, sa voix nasillarde, ses répliques acerbes ont conquis non seulement les fans ordinaires, mais aussi ceux qui voyaient en lui quelque chose de différent et d'audacieux à une époque où la télévision n'osait pas en parler. Au même moment, Paul développait sa carrière cinématographique. En 1965, il a joué Bullets dans Beach Blanket Bingo, un film qui capturait l'esprit enjoué et idiot de l'époque. En 1966, il a joué avec Doris Day dans The Glass Bottom Boat dans le rôle de Homer Cripps, où il a livré une comédie burlesque avec un timing parfait. Paul ne jouait pas les premiers 16 rôles. Il jouait les voleurs de scène, le type de rôle dont vous vous souveniez longtemps après le générique. Ces rôles l'ont aidé à travailler avec de grandes stars et l'ont solidement implanté dans la culture pop américaine. Paul est devenu un visage familier à la télévision dans les années 1960. Il est apparu dans des émissions à succès comme The Munsters, I Dream of Jeannie et The Beverly Hillbillies. Partout où il allait, il faisait rire les gens. Il avait un don pour jouer des personnages qui semblaient déplacés mais pleins de vie. Et il était devenu un invité favori pour les sitcoms et les émissions de variété. La télévision prenait le contrôle des foyers américains et Paul Lynde était là pour s'assurer que les gens se souviennent de lui. Mais alors que Paul faisait rire tout le monde, sa propre vie a pris une tournure sombre. En juillet 1965, quelque chose s'est produit qui l'a hanté à jamais. Lui et son ami James Bing Davidson étaient au Sir Francis Drake Hotel à San Francisco. Bing n'avait que 24 ans. Ils avaient beaucoup bu. Bing a essayé de sortir par la fenêtre en disant « Regarde-moi faire un tour ». Il a glissé. Il est tombé du 8e étage. Paul n'a pas pu le sauver. Chunk 8. La culpabilité l'a rongé. À partir de cette nuit, l'alcool est devenu le moyen pour Paul de faire face à la situation. Sa consommation d'alcool a empiré. Des amis ont dit que lorsque Paul était ivre, il pouvait être méchant, imprévisible. Il a été arrêté plus d'une fois pour ivresse publique. Ses relations au travail en ont souffert. Il a essayé d'arrêter. En 1980, il a finalement dégrisé, mais les dommages à l'intérieur n'ont jamais vraiment guéri.
Puis est venu le travail qui semblait fait pour lui. En 1967, Paul a rejoint Hollywood Squares. En 1968, il était le carré central permanent, l'endroit que chaque concurrent voulait. Pendant plus de 15 ans, Paul est apparu dans un nombre incroyable de 1,83 épisodes. Le carré central est devenu sa scène. Des millions de personnes se sont branchées pour entendre ses blagues rapides, narquoises, souvent coquines. Son humour a repoussé les limites de ce que la télévision pouvait dire à l'époque, avec des doubles sens et des clins d'œil sournois à des choses dont les gens ne parlaient pas ouvertement. Même après avoir quitté la série en 1969, les codes d'écoute ont chuté et ils l'ont supplié de revenir. Son mélange de voix impassible et de sourire effronté a fait de lui une star une fois de plus. Mel Brooks a dit un jour que Paul pouvait rendre un annuaire téléphonique drôle, un avertissement de tornade, même un catalogue de graines. Ce n'était pas une blague. Paul pouvait prendre n'importe quoi et faire rire les gens, venant de Mel Brooks, l'un des plus grands esprits comiques de tous les temps. Cela voulait dire quelque chose. Paul avait un don rare. Même à une époque remplie de comédiens brillants, il se démarquait. Ses one-liners dans Hollywood Squares sont devenus légendaires. Quelqu'un a demandé pourquoi les Hells Angels portaient du cuir. Paul a dit « parce que le chiffon se froisse trop facilement ». Lorsqu'on lui a demandé combien d'hommes il y avait dans une équipe de hockey, il a souri. « Oh, environ la moitié ». Ce n'était pas que des répliques drôles. C'était de petites piques contre les règles sociales et les secrets que la télévision ne touchait généralement pas. Son style a permis aux blagues d'atterrir sans se faire bannir. Les gens l'adoraient pour ça. Chunk, 9. Les fans le citent encore aujourd'hui. La preuve que son humour dure bien au-delà de son temps à l'écran. Le public ne l'aimait pas seulement, il l'adorait. Il était souvent classé comme la star la plus populaire de la télévision pendant son passage dans Hollywood Squares. Des personnes de tous âges se branchaient juste pour l'entendre faire des blagues. Sa popularité était si forte que lorsqu'il est parti, les téléspectateurs l'ont remarqué tout de suite, ça c'est le souhait. Et quand il est revenu, c'était une grande nouvelle. Pourtant, derrière l'esprit vif et les lumières vives, Paul se sentait profondément seul. Il a dit un jour « L'amour pour moi est quelque chose que l'on achète ». Il se cachait derrière des blagues, mais il aspirait à la connexion. Il a gardé sa vie privée cachée parce qu'il le fallait à cette époque. L'homme drôle à la télévision était aussi l'homme qui disait qu'il serait un mari terrible. Il vivait seul et s'y était habitué. Son humour, ce qui l'a rendu célèbre, était souvent son bouclier. Paul Lynde avait toujours rêvé d'avoir sa propre sitcom. En 1972, ce rêve s'est enfin réalisé lorsque The Paul Lynde Show a été diffusé sur ABC. La série a été diffusée du 13 septembre 1972 au 14 mars 1973. Lynde jouait Paul Sims, un avocat et père de famille tendu qui se heurtait constamment à son gendre de génie. Ce gendre, joué par John Calvin, avait un QI de 135, mais ne semblait pas être capable de conserver un emploi. La situation à la maison était chaotique avec Jerry Stiller et Anne Meara jouant les parents divorcés excentriques du gendre. Même avec l'humour vif de Lynde et sa célébrité, grâce à Hollywood Squares et Bewitched, la série a eu du mal. Les critiques ont dit qu'elle ressemblait à une copie faible de All in the Family. Néanmoins, la performance de Lynde s'est suffisamment démarquée pour lui valoir une nomination aux Golden Globes pour le meilleur acteur dans une série comique. Mais les codes d'écoute étaient terribles et après seulement 26 épisodes, ABC a annulé la série en 1973. L'annulation a durement touché Lynde. Ce n'était pas seulement la fin d'une série, cela l'a écrasé personnellement. Il y avait mis tellement d'espoir. Et quand elle a échoué, sa confiance s'est effondrée. Ses amis ont dit plus tard que c'était le tournant de sa vie. Il est devenu plus renfermé et a commencé à sombrer plus profondément dans la dépendance. Chunk, 10. Son perfectionnisme, qui l'avait autrefois poussé à être grand, ne faisait plus que le faire se sentir plus mal. Il a vu l'échec de la série comme son propre échec. Cette conviction l'a hanté et a rendu plus difficile sa guérison.
Après la fin de la série, la dépendance de Lind a empiré. Il buvait déjà beaucoup depuis le milieu des années 1960. Mais après 1973, cela est devenu incontrôlable. Il s'est tourné vers l'alcool, les pilules, la cocaïne et la marijuana pour atténuer la douleur. Les gens qui le connaissaient ont dit qu'il avait complètement changé. La star drôle et charmante est devenue irritable, cruelle et imprévisible, surtout lorsqu'elle était ivre. Il a commencé à se faire arrêter pour ivresse publique. Il s'est bagarré. Sa santé et sa carrière en ont toutes deux souffert. À la fin des années 1970, sa réputation était entachée par des histoires d'accès de colère en état d'ébriété. Ce n'est qu'en 1980 qu'il a finalement dégrisé. Mais à ce moment-là, les dommages causés à sa carrière et à ses relations étaient profonds. Même si les gens le considéraient toujours comme une légende de la comédie, à un moment donné, il était à la télévision pendant 200 heures par an. Lind détestait ce que sa vie était devenue. Il se sentait piégé. Hollywood n'arrêtait pas de lui proposer les mêmes rôles. Il ne pouvait pas montrer qui il était vraiment. Il détestait l'industrie. Il détestait Hollywood Squares. Il se sentait coincé dans un personnage qu'il ne voulait plus jouer. Le fossé entre ce que les gens voyaient à la télévision et ce qu'il ressentait à l'intérieur n'a cessé de croître. Cela l'a rendu amer et frustré. Sa consommation d'alcool a conduit à de plus en plus de problèmes. Ses arrestations pour ivresse publique sont devenues une chose régulière dans les années 1970. Ses amis et ses co-stars comme Peter Marshall et Kay Ballard ont tout vu. Ils ont dit que sa consommation d'alcool n'était un secret pour personne à Hollywood. Parfois, la police ou les patrons des studios essayaient de garder le silence pour protéger ses contrats de télévision, mais la vérité était difficile à cacher. Chunk 11. La différence entre l'homme drôle à la télévision et l'homme brisé dans la vraie vie était choquante. Lorsqu'il était ivre, Lind pouvait être méchant d'une manière qui choquait même ceux qui lui étaient le plus proches. Son humour mordant s'est transformé en cruauté. Il s'en prenait à ses amis, à son personnel, à toute personne se trouvant à proximité. Une fois, il a même éteint une cigarette sur la main de son manager dans un restaurant. Les gens qu'il connaissait depuis des années ont commencé à s'éloigner. Il ne voulait pas être sa prochaine cible. Sa dépendance était en train de détruire son monde. L'un des moments les plus étranges de sa chute s'est produit lors d'un vol à la fin des années 1970. Lind a tellement bu dans l'avion qu'il a fini par perdre tous ses vêtements. Il est descendu de l'avion, à peine capable de marcher, enveloppé dans une simple couverture. L'histoire s'est répandue à Hollywood, ajoutant à sa réputation de comportement sauvage et ivre. C'était humiliant, mais cela montrait à quel point il était tombé bas. En 1977, Lind a été invité à l'université Northwestern pour le retour à la maison. Il aurait dû faire la fête. Au lieu de cela, il s'est saoulé et a provoqué un scandale. Il est entré dans un fast-food et s'est lancé dans une diatribe raciste contre un professeur noir. Le professeur a rendu public l'abus et les excuses de Lind n'ont pas pu réparer les dégâts. Cela a presque détruit ce qui restait de sa carrière. En 1978, Lind s'est rendu à Salt Lake City pour enregistrer un segment pour Donnie and Marie. Cette nuit-là, quelqu'un a cambriolé sa voiture et a volé ses affaires, dont 1000 $. Lorsque Lind l'a dit à un policier, il était tellement ivre et agressif qu'il a fini par se faire arrêter au lieu d'être aidé. Les producteurs ont annulé son contrat. C'était une autre occasion perdue. Un autre rappel de la façon dont sa dépendance ruinait sa vie. Au début de 1980, Paul Lind a décidé de reprendre le contrôle de sa vie. Après des années de consommation d'alcool et de drogue, il a sérieusement tenté d'arrêter. Il est devenu sobre et a renoncé aux drogues. C'était un changement énorme et difficile pour un homme dont les dépendances avaient été célèbres et avait presque détruit sa carrière. À la fin des années 1970, sa consommation d'alcool n'a fait qu'empirer. Chunk 12. Il a été arrêté de nombreuses fois pour ivresse publique. Il se comportait souvent de manière sauvage et dangereuse. Les gens qui le connaissaient ont dit qu'il pouvait être cruel et même violent lorsqu'il était ivre.
Cela ne ressemblait en rien à l'homme drôle et gentil qu'il jouait à la télévision. À cette époque, Hollywood n'était pas aussi indulgent qu'aujourd'hui. Son image en a beaucoup souffert. Lorsqu'il a finalement dégrisé, sa santé et sa carrière étaient déjà dans un état terrible. Ses efforts de retour n'ont pas fonctionné. Les dommages étaient trop profonds. Sa sobriété était une victoire pour lui, mais elle est arrivée trop tard. C'était une triste et ultime bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Des années de consommation d'alcool et de drogue ont laissé le corps de Paul Lynde brisé au milieu de la cinquantaine. Il est devenu très en surpoids. Son cœur était faible, ses artères se sont durcies. Lorsqu'il est mort, le coroner a constaté qu'il avait une grave maladie cardiaque et de l'emphysème. C'était des conséquences directes de sa façon de vivre. Un test a révélé une petite quantité de butylnitrate dans son système. Certaines personnes l'utilisent comme stimulant, mais la quantité n'était pas suffisante pour causer sa mort. Les dommages ont été causés par les années d'excès. L'étincelle qui illuminait autrefois une pièce s'éteignait rapidement. Son corps ne pouvait plus suivre. Même s'il avait arrêté de boire et de se droguer, ses choix, passés, avaient laissé des cicatrices qui ne pouvaient pas être guéries. Dans les dernières années de sa vie, Paul a vu les choses différemment. Il a renoncé à l'espoir de redevenir un acteur sérieux. Il a dit « Je sens maintenant qu'il est inutile de continuer à espérer. Si je peux se faire rire les gens, j'apporte une contribution plus importante. » Il savait que le rire comptait. Il comprenait qu'apporter de la joie aux autres était son don. Même s'il se sentait seul et blessé, il a trouvé une certaine paix en sachant qu'il pouvait encore faire sourire les gens. Son esprit vif cachait une grande partie de sa douleur. Chung Hunk, 13. Mais derrière l'humour se cachait un homme qui avait été usé par les hauts et les bas de la célébrité. Dans la nuit du 10 janvier 1982, quelque chose n'allait pas. Paul ne s'est pas présenté à un dîner. C'était étrange. Il aimait être avec ses amis et il était connu pour être à l'heure. Lorsque ses amis l'ont appelé et ont frappé à sa porte, personne n'a répondu. Ils ont vu des journaux s'empiler dehors. Ils ont entendu son chien aboyer encore et encore. La police leur a dit d'attendre 48 heures, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils sont entrés par effraction par une porte latérale. L'alarme s'est déclenchée. Ce petit détail prouvait que Paul était seul. Il mettait toujours l'alarme avant d'aller se coucher. La peur de ses amis s'était réalisée. Paul Lynde a été retrouvé mort dans son lit aux premières heures. Du 11 janvier 1982, il avait 55 ans. Ses amis l'ont retrouvé après avoir pénétré par effraction dans sa maison. Malgré les rumeurs folles, il n'était pas nu. Il portait son pyjama et sa robe de chambre. Ses cheveux étaient peignés. Sa main était tendue vers le bouton de panique près de son lit. La cause du décès était une crise cardiaque massive. Les années de consommation d'alcool, de drogue et les dommages causés à son cœur et à ses poumons l'avaient rattrapé. La maison était remplie du son de l'alarme. Son chien n'arrêtait pas d'aboyer. Mais Paul était parti. Il était mort seul, essayant d'obtenir de l'aide qui n'est jamais venue.